La dernière marche, écrit par Julien Lenoir, conté par Fairy Tale. La première fois, je n'avais que 11 ans. Je n'étais encore qu'une enfant, même pas une adolescente. C'était un mardi de septembre, quelques jours à peine après ma rentrée au collège. Je m'en souviens parfaitement car ce soir-là, ma mère m'avait demandé de lui réciter par cœur le programme télé. Nous avons regardé un film toutes les deux sur France 2. Une comédie avec Louis de Funès. Un truc assez ancien et un peu nul. Sans vraiment suivre le film, je suis restée blottie contre ma maman, la tête posée tendrement sur son épaule. J'aimais ce moment. Je sentais son parfum et surtout, j'entendais son cœur battre. Cela me faisait du bien. Je la voyais s'esclaffer et ses rires m'amusaient car pour moi, lorsqu'elle riait de la sorte, elle était heureuse. Et moi aussi. À ce moment-là, un des derniers moments de tendresse partagés avec elle, je ne savais pas encore que par la suite, j'allais la détester pour le restant de mes jours. Dès l'apparition du générique de fin, je suis montée me coucher seule. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai gravi les escaliers de bois menant à ma chambre. Comme d'habitude, la dernière marche a grincé sous mes pas. Ce bruit de grincement était reconnaissable parmi 100. Mes parents m'ont toujours dit que le bois était un être vivant, que ces bruits venaient du plancher travaillant. Une fois dans mon lit, j'ai entendu la grosse porte d'entrée du rez-de-chaussée s'ouvrir, puis se refermer aussitôt dans un fracas du diable. C'était mon père. Il revenait du bar. Rien qu'à l'intonation chancelante de sa voix, j'ai immédiatement compris qu'il était ivre, pour ne pas changer. L'habitude. Craintive, je me suis aussitôt enfouie sous ma couette, paupières closes, appréhendant avec angoisse les premiers hurlements symptomatiques de ma mère. Toujours ces disputes, ces maudits cris qui se répétaient quasiment tous les soirs, depuis des années maintenant. Mais étrangement, ce soir-là, je n'ai rien entendu. Alors, un semblant rassuré, je me suis endormie paisiblement. À mon réveil, en plein milieu de la nuit, j'ai remarqué avec étonnement que mon père était allongé, là, près de moi, tout habillé. Légèrement éclairé par les faisceaux lunaires, sa silhouette massive se soulevait péniblement au rythme de sa respiration rapide. Je ne comprenais pas sa présence dans mon lit. Ses bras, moites, collaient ma cuisse. Je ne bougeais plus, coincée malgré moi entre son immense corps et le mur. Il l'empestait. L'odeur désagréable de l'alcool, mélangée à son après-rasage immonde, envahissait toute la pièce. Par peur de le réveiller, je suis restée immobile et silencieuse durant de longues minutes. Les yeux fixés sur le plafonnier blanc, j'attendais avec impatience que Morphée vienne me délivrer. Toutefois, j'étais tellement anxieuse que je n'arrivais pas à me détendre. Mon cœur rebondissait à en perdre haleine. La situation était si étrange. La présence de mon père dans mon lit me troublait. C'était la première fois qu'il venait dormir avec moi. Soudainement, j'ai senti sa grosse main lourde se poser à plat sur ma poitrine. J'en ai eu presque le souffle coupé. Gênée, je l'ai aussitôt retiré. Au début, j'ai eu la naïveté de croire à un acte involontaire. Mais quand il a réitéré son geste, j'ai compris que mon père me caressait les seins, consciemment. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'étais totalement tétanisée. Alors, pétrifiée, je lui ai demandé d'arrêter. D'une voix perverse et méconnaissable, il m'a répondu en chuchotant « Chut, laisse-toi faire ma puce, je t'aime beaucoup, tu sais. » Il me caressait partout sur le corps, et je ne peux même pas raconter ce qui s'est passé ensuite. Je n'étais qu'une gamine, une enfant innocente. Lorsque les premières lueurs de l'aube, salvatrices, ont enfin chassé les ténèbres, mon père est parti lui aussi. Silencieux comme une ombre, je l'ai vu franchir le seuil de ma porte, titubant à moitié, jusqu'à disparaître totalement pour rejoindre sa chambre adjacente à la mienne. Là, démunie, je me suis mise à pleurer. Les larmes coulaient automatiquement, ne voulant plus s'arrêter.
Je ne comprenais pas son geste. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Était-ce réellement de l'amour? Plus tard, dans la matinée, attablée, j'ai remarqué que ma mère m'évitait. J'avais l'impression qu'elle savait déjà ce qui s'était passé durant la nuit. Son regard était triste et ses yeux semblaient fuir les miens. Je n'ai rien dit. J'avais bien trop honte de lui raconter ce que mon père m'avait fait. Les pensées occupées, j'ai simplement bu mon lait tiède. J'ai débarrassé mon bol et je suis allée dans la salle de bain. À l'aide de la grosse pierre ponce posée sur le rebord de la baignoire, je me suis frotté le corps partout, violemment, jusqu'à ce que ma peau blême rougisse et rougisse encore, jusqu'à l'écorchement. J'ai tellement frotté que je me suis mise à saigner. Le sang ruisselait sur la porcelaine blanche. Je me sentais sale, souillée, et tandis que je frottais chaque parcelle de ma peau nue, je pensais aux mains gigantesques de mon père me caressant la poitrine, descendant sur mon ventre, mon nombril, tripotait l'intérieur de mes cuisses avec ce soi-disant amour qu'il éprouvait pour moi. Malgré ce long moment suspendu dans la salle de bain, dans laquelle mon esprit se perdait peu à peu, je percevais encore l'horrible odeur d'alcool et cette phrase chuchotée au creux de mon oreille comme le plus effrayant des secrets. « Laisse-toi faire, ma puce. Je t'aime beaucoup, tu sais. » Toute la journée, j'ai ruminé la scène. J'ai cherché à l'oublier, à la dissimuler, l'enterrer dans un coin de mon esprit. J'ai voulu faire disparaître de mes pensées ce moment désagréable. En vain. Cela tournait en boucle dans ma tête. J'essayais par tous les moyens de me convaincre de son irréalité, que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Murée dans ma chambre et exténuée, je me suis finalement endormie devant mon ordinateur portable, tôt dans la soirée. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée en sueur. Je craignais de découvrir à nouveau mon père à côté de moi, les yeux exorbités, transpirant de vices. Cependant, il n'était pas là, pour mon plus grand bonheur. Tous les soirs, pendant près d'un mois, j'appréhendais terriblement sa venue. Je ne disais rien à ma mère, ni à ma meilleure amie, Laura. Personne n'était au courant de ce que j'avais pu vivre. Je voulais me confier, mais je n'y arrivais pas. J'étais terrassée par la peur. Et si c'était moi finalement qui avais un problème? Peut-être que tous les pères aimaient leurs filles de cette façon? J'étais perdue. Puis presque 2 mois après, début novembre, cela a recommencé. Mon père est revenu me visiter. Cette fois-ci, je l'ai entendu arriver. La dernière marche de l'escalier a grincé sous ses pas lourds, comme si la maison voulait me prévenir du danger. Je ne sais pas ce qui est le pire au fond, le fait de l'entendre ou d'être surprise par sa présence. Il a doucement ouvert la porte de ma chambre et s'est engouffré sous la couette et... Même schéma, même scénario. L'odeur puissante de l'alcool, la sueur, les caresses. Sauf que cette nuit-là, il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Et moi, derrière mon corps d'enfant, j'ai subi sans rien dire, ni opposer résistance. Cette nuit-là, mon père m'a violée. Il ne s'est pas montré brutal avec moi. Il a été doux, tendre. Ses gestes étaient affectueux, mesurés. Il s'est mis sur moi et j'ai senti son corps lourd m'écraser. Son haleine chaude se répandre sur mon visage. Il haletait, s'essoufflait et je ne disais rien. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Je subissais ses assauts, silencieuse. Quand il a fini de me donner son amour, il m'a susurré au creux de l'oreille. « Tu es comme une petite femme maintenant, ma puce. » Puis, comme un fantôme, il s'est faufilé hors de ma chambre en me laissant seule avec mes pleurs et mes pensées. Je tremblais de douleur. J'avais mal et je ne pouvais rien dire. Cela s'est ensuite reproduit fréquemment. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, j'ai eu le droit à ces preuves d'amour. Parfois, j'entendais ma mère pleurer dans la chambre d'à côté. Et j'ai compris au fil du temps qu'elle savait. Elle savait, mais n'agissait pas. Elle savait, mais restait muette. Chaque fois que j'entendais le grincement de la dernière marche, je me préparais à subir. Cette dernière marche voulait m'aider, comme un signe d'alarme, une alerte. J'en étais sûre et certaine. Le bois était vivant. La maison voulait me prévenir du danger.
Quand mon grand-père paternel est décédé, au mois de juillet, c'était l'été, et il faisait une chaleur étouffante sur la France. La canicule recouvrait une bonne partie de notre région. Je suis restée seule avec ma mère pendant quelques jours. Mon père a pris le TGV pour aller dans le sud, afin de se rendre au chevet de sa mère et pleurer. Le jour même de son départ, j'ai prié pour que son train déraille, pour qu'il ait un accident mortel et ne revienne jamais à la maison. Je m'en suis voulu de souhaiter sa mort. C'était plus fort que moi. S'il mourait, alors je serais enfin tranquille, soulagée, finie ces preuves d'amour dégoûtantes. Seule avec ma mère, je voulais profiter de cette accalmie pour tout déballer. Il fallait absolument que je lui raconte ce que je subissais. Le lendemain du départ de mon père, alors que maman préparait le repas, postée devant le plan de travail de la cuisine, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai tout balancé. Elle s'est immédiatement arrêtée et elle est restée immobile, silencieuse. Elle ne m'a même pas regardée. J'attendais une réaction de sa part, une phrase, une réponse, un câlin. Finalement, toujours de dos, ma mère m'a juste lancé. « Écoute Agathe, c'est pas le moment de raconter des conneries. » Voilà ce qu'elle m'a répondu ce jour-là. Je n'ai pas insisté. J'ai pris sa réponse comme une trahison. À partir de cet instant, je me suis totalement renfermée sur moi-même. Je suis remontée à l'étage et j'ai passé le reste de la journée dans ma chambre à pleurer sur mon lit. Si ma mère ne pouvait pas me protéger, alors qui le ferait ? Je voulais mourir. Je me sentais abandonnée, anéantie. Je n'avais personne pour m'épauler. Quand il est revenu, pendant près de 3 mois, mon père ne m'a pas touchée. À son retour, c'était un autre homme. Il semblait abattu, triste. Il restait souvent assis dans le canapé, amorphe, le regard perdu dans le vide. Il s'est mis en arrêt de travail pour dépression. Le comble. C'était moi la victime et c'était lui qui déprimait. Mais je m'en fichais. Tant qu'il me laissait tranquille, moi j'allais bien. J'en suis même venue à me dire que s'il ne me touchait plus, je passerais l'éponge définitivement sur ses actes et j'irais de l'avant. Par contre, il évacuait désormais sa colère sur ma mère. Il la frappait tous les soirs. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en foutais complètement. Cette traîtresse pouvait crever sous ses coups, que cela ne m'aurait rien fait. J'avais la rage contre elle. Ils n'avaient qu'à s'entretuer tous les deux. C'est dans cette ambiance malsaine que se sont déroulées le reste de mes vacances d'été. J'étais toujours toute seule dans ma chambre, à lire des romans et à regarder des séries sur mon ordi afin de m'évader un peu. Au fil du temps, je me sentais un peu mieux moralement. Mon père ne m'a pas touchée une seule fois durant ces vacances. J'espérais qu'il avait enfin compris qu'il me faisait du mal. Pourtant, sans que je m'y attende, le cycle a recommencé. Après qu'un soir il soit venu une nouvelle fois me témoigner son amour d'un peu trop près, j'ai décidé en mon âme et conscience d'échafauder un plan de riposte. Je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Plusieurs choix s'offraient à moi. Le premier était la fugue. Voler quelques billets dans le sac à main de ma mère et quitter cet enfer qui me faisait office de famille. Mais j'avais peur d'être placée dans un foyer et de vivre encore pire que ce que je pouvais vivre ici. Et puis, avec les réseaux sociaux, les chaînes de solidarité, j'allais vite être retrouvée. Une gosse perdue loin de sa famille, seule, cela risquait d'être compliqué. J'ai pensé à aller chez ma meilleure amie, Laura, mais qu'allais-je bien pouvoir trouver comme excuse pour leur expliquer ma fuite ? Et qu'allaient dire ses parents en me voyant ? Cette option était bien trop complexe à gérer. Alors, j'ai pensé à la seconde alternative. La fuite ultime. La mort. Si je me suicidais, je serais débarrassée de tout. Ma mère culpabiliserait jusqu'à la fin de ses jours de ne pas m'avoir écoutée lorsqu'il le fallait. Mon père serait encore plus déprimé et finirait peut-être lui aussi à se remettre en question sur ses agissements. Néanmoins, je me suis dit que ce n'était pas à moi de mourir. En réalité, je n'étais coupable de rien. Pourquoi je devrais me sacrifier pour quelqu'un qui ne me considérait pas ? Il m'aimait, j'en restais intimement persuadée, mais son amour n'était pas sain. Ce n'était pas comme cela que les pères aimaient leurs enfants. Pas en les touchant et en les caressant, comme mon père le faisait. Alors, j'ai réfléchi à la dernière option, bien plus radicale, bien plus difficile à mettre en œuvre.
j'en suis venue à me dire qu'il fallait que je le tue. Pour cela, je devais agir comme si de rien n'était et ne pas éveiller les soupçons. Je devais subir encore un peu ses assauts sans broncher afin qu'il ne se méfie pas de moi. Je n'avais pas le droit d'échouer. Je devais le tuer rapidement d'un seul coup. Je ne pouvais pas juste le blesser. S'il survivait à mon attaque, alors il ne ferait qu'une bouchée de moi. Mon père faisait plus d'1,80 m. Comparé à lui, j'étais minuscule et fragile. Il pouvait me briser les os d'une seule main. Il me fallait savoir quand et comment en venir à bout sans qu'il ne puisse rien faire. J'ai commencé à taper des mots sur mon ordinateur. Poison, couteau dans le cœur. Le temps que j'échafaude le plan parfait, la dernière marche a grincé de nombreuses autres fois. Je ne les ai pas comptées. Cependant, je savais que bientôt, je n'aurais plus à craindre ce grincement. Les jours défilaient et tout se mettait progressivement en place. Personne, excepté moi-même, ne devait être au courant de ce que je tramais. Lorsque le jour J est arrivé, je n'étais plus très sûre. J'avais perdu confiance en moi. J'imaginais le pire. Et s'il se réveillait et se rendait compte de mon plan, s'il me courait après et m'étranglait, il ne fallait pas que je pense à tout cela. Alors, je me suis concentrée sur l'avenir. Ce qu'allait être ma vie sans lui, ma nouvelle vie. Paisible, calme, normale. Je n'ai pas pensé au foyer, jamais. Et encore moins à la prison. Je me suis juste contentée d'assembler les petits bouts de positivité et de les faire vivre au sein de mon esprit. J'ai débarrassé, puis je suis montée me coucher sans la moindre réflexion, le moindre signe d'angoisse. Quoi qu'il se passe, je ne devais pas me louper. Les yeux rivés sur le plafond de ma chambre, j'ai attendu dans mon lit, allongé dans le silence. J'ai attendu ainsi jusqu'à ce que mes parents montent tous les deux se coucher. Ce soir-là, étrangement, mon père était calme. Il n'a ni crié ni râlé. Il s'est comporté comme un père ordinaire. Le père que j'aurais aimé avoir. Je me suis dit que j'allais peut-être faire une bêtise, que je devais le pardonner et lui laisser une chance. Mais les images de ces gestes déplacés et dégoûtants ont refait surface. Ma décision était prise. Le mal était déjà fait. À l'approche de leur pas à l'étage, la dernière marche en bois a grincé. Cette fois, la porte de ma chambre ne s'est pas ouverte. Mon père n'est pas venu se serrer contre moi dans mon lit. J'étais soulagée de ne pas avoir dû le poignarder. J'avais caché un couteau de cuisine sous mon oreiller, au cas où cette alternative se profilait. Au lieu de ça, mes deux parents ont simplement rejoint leur chambre. Tout ce calme inhabituel ne présageait rien de bon. On dit souvent que les animaux pressentent le danger. Je crois que ce soir, j'étais devenue l'un des leurs. J'arrivais à percevoir que quelque chose n'allait pas. Mon cœur tambourinait et tambourinait comme jamais. J'ai attendu encore 1 heure, puis je me suis levée. Mes parents dormaient tous les deux. Pour en être totalement sûre, j'ai entrebâillé la porte de ma chambre et j'ai entendu les ronflements de mon père. Alors, sans faire de bruit, j'ai sorti le bidon d'essence que j'avais caché sous mon lit cet après-midi. Depuis la crise pétrolière de février 2023, mon père, prévoyant, en stockait toujours plusieurs dans le garage en cas de pénurie. Quand il m'envoyait chercher un pack d'eau ou quelques oignons, je les voyais rangés en bas de l'étagère. C'est là que cette idée de mettre le feu à leur chambre m'est venue. Timidement, j'ai ouvert leur porte et, le plus discrètement possible, j'ai vidé l'intégralité du bidon d'essence sur la moquette. J'ai regardé mes parents dormir. Ils avaient tous deux les paupières closes. Je n'ai pas hésité. J'ai gratté une allumette et je l'ai balancée au milieu de l'immense tache d'essence. Mais rien ne s'est produit. Je pensais que ça allait faire comme dans les films, que tout allait s'embraser d'un seul coup. Quelle déception. Paniquée, je suis retournée en courant dans ma chambre. J'ai dissimulé le bidon et la boîte d'allumettes sur mon lit et je me suis blottie sous ma couette. Puis, j'ai pensé à ce qu'allait dire mon père en voyant cette essence renversée à son réveil. S'il m'en savait coupable, il me flanquerait probablement une rouste incroyable. Je n'arrivais plus à fermer les yeux. Je me suis tournée et retournée de nombreuses fois dans mon lit sans parvenir à trouver le sommeil. 2 heures, 3 heures du matin. Mon cerveau confectionnait des scénarios apocalyptiques. Il fallait que mon père meure avant l'aube.
De toute manière, c'en était convenu. J'ai saisi le couteau en dessous de mon oreiller et je suis repartie dans la chambre. La pénombre l'englobait, mais quelques stries de lumière jaillissaient de la roubaisienne mal fermée. Lentement, je me suis placée à côté de mon père. Celui-ci avait changé de position et dormait sur le flanc. Dans un silence écrasant, j'ai levé mon couteau une première fois et je l'ai abattu sur son cou épais. Il a émis une sorte de murmure incompréhensible et, à ma grande surprise, s'est vidé immédiatement de son sang. Cela n'a pas giclé. Cela ne m'a même pas aspergé. Juste un petit ruisselet rouge vif s'est échappé de la plaie, s'écoulant tranquillement sur les draps et l'oreiller. Mon père ne s'est pas levé. Il n'a quasiment pas bougé. Il est mort là, à sa place, tout près de ma mère, qui, quant à elle, n'a pas remarqué mon geste. Elle ne s'est pas réveillée. J'étais fière de moi car j'avais frappé juste, au bon endroit, suffisamment fort pour que mon père ne se relève plus jamais. Un seul coup, porté avec tant de colère et de rage qu'il avait définitivement mis un terme à la vie chaotique de mon père et à la mienne par la même occasion. J'ai essuyé le couteau dans les draps et j'ai déposé le manche au creux de la paume de ma mère endormie. Elle n'a pas bougé d'un cil, n'a pas grogné. Elle était endormie profondément. Je suis restée plusieurs minutes à les observer, me disant que mon calvaire était terminé. Je tenais ma vengeance. Rassurée, je suis repartie me coucher et cette fois je me suis endormie, confiante, apaisée. Enfin, mon cauchemar était fini. Enfin, j'allais dormir sans appréhender la nuit, sans entendre la dernière marche grincer. L'interrogatoire de police a été rapide. Un monsieur aux cheveux poivre et sel m'a posé plein de questions. J'ai répondu avec franchise. Je lui ai dit la vérité. Ils ont fouillé ma chambre, mais n'ont rien retrouvé de suspect. Le bidon d'essence vide, rangé à la cave parmi tous les autres. Les allumettes, dans le tiroir de la cuisine. Ma mère a tout pris sur le dos. La tentative d'incendie, le meurtre. J'ai parlé au policier de mon père. Je lui ai dit qu'il battait souvent ma mère et qu'elle ne le supportait plus. Je ne lui ai pas parlé des attouchements et des viols que j'avais subis. Je voulais mettre tout cela derrière moi. De l'autre côté, interrogée elle aussi, ma mère avait beau clamer son innocence, personne ne la croyait. Elle avait un mobile plus que sérieux et ses empreintes digitales se retrouvaient sur l'arme du crime. Et puis, qui aurait pu me penser coupable? Moi, cette gamine de 13 ans, si fragile et si mince. Impossible pour une enfant de trancher le cou de son propre père. Pas assez forte pour cela. Et pour quel mobile? J'étais heureuse, car ma mère ressentait enfin ce que j'avais pu ressentir la fois où elle ne m'avait pas écoutée. Elle se rendait compte de cette terrible sensation de ne pas être crue et entendue. Je prenais ma revanche. Quand elle a écopé de 10 ans pour meurtre, plus de 8 en appel avec les circonstances atténuantes, je n'ai ni souri ni pleuré. J'étais simplement satisfaite. Je savais qu'elle sortirait vite et qu'elle pourrait retrouver un semblant de vie. Elle était jeune. Je lui ai rendu service à elle aussi. Elle ne serait plus jamais une femme battue. Mais je ne le saurai jamais. Pour mon développement personnel et mon bien-être psychologique, j'ai coupé les ponts avec cette famille de fous. J'ai été placée en foyer pour mineurs, puis on m'a transférée au sein d'une famille aimante. Des gens tellement gentils que tous les soirs, je me demandais si tout ce que je vivais était vraiment réel. Personne n'a jamais su ce que j'avais fait. Ce lourd secret est enfoui en moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas tant de vivre encore avec cette partie sombre de mon histoire, non, c'est surtout que depuis mes 13 ans, je n'ai plus jamais entendu grincer la dernière marche.